Bonjour, c'est professeur Boumslout Selim, chef de service de médecine légale du CHU d'Oran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur la déontologie médicale. Donc on vous a déjà remis le polycopier qui est à votre portée pour pouvoir suivre ensemble ce cours. Donc on commence par une définition, la définition de la déontologie médicale. Elle est définie comme étant l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Cette définition, on la retrouve dans le Code de déontologie, dans le premier article du Code de déontologie médicale algérien. Le Code de déontologie médicale algérien correspond au décret exécutif numéro 92-276 du 16 juillet 1992. Et toutes les dispositions qu'on retrouve dans ce code de déontologie sont destinées ou s'imposent à tout médecin ou étudiant en médecine exerçant en Algérie. Donc, tout médecin autorisé à exercer la médecine en Algérie ou tout étudiant en stage pratique dans les différentes structures hospitalières doit respecter les dispositions et les règles contenues dans le présent décret correspondant au Code de déontologie médicale algérien. Alors maintenant, on va voir quels sont les organes qui composent, le Conseil de l'ordre, quels sont les organes qui constituent ce Conseil de l'ordre. Alors il est constitué par des sections ordinales, différentes sections ordinales. Il y a des sections ordinales à l'échelle régionale, donc on parle de section ordinale régionale, et il y a la section ordinale nationale, une seule section ordinale nationale au niveau de la capitale Alger. Alors, les sections ordinales, leur rôle ou leur mission, elles veillent au respect par tous les membres, c'est-à-dire les médecins, des règles de déontologie et des dispositions édictées par le présent décret. Donc on la retrouve dans l'article 171 du Code de déontologie médicale. Donc on commence d'abord par les sections ordinales régionales. Donc chaque région, à travers le territoire national, a une section ordinale, c'est-à-dire elle est sous la coupe d'une section ordinale régionale, la SOR. Alors, quelles sont les missions de la SOR? D'abord, il y a un rôle administratif ou une mission sur le plan administratif. C'est cette SOR, cette section ordinale régionale, qui enregistre l'inscription des médecins au tableau ordinal. C'est-à-dire quand un médecin veut exercer avant de commencer à exercer sa profession, il doit aller s'inscrire au niveau de la SOR, et c'est la SOR, section ordinale régionale, qui se charge de cette inscription au tableau ordinal. Ensuite, elle est également consultée sur les demandes d'installation et de transfert des cabinets médicaux. C'est-à-dire quand un médecin décide de s'installer pour la première fois à titre libéral dans le privé, ou quand il désire transférer son cabinet médical d'un endroit à un autre, le Conseil de l'ordre, par le biais de la SOR, des sections ordinales régionales, peut être consulté sur cette demande. Alors, il faut savoir également que tous les praticiens qui s'inscrivent au Conseil de l'ordre
doivent cotiser annuellement, c'est-à-dire ils doivent obligatoirement verser annuellement leur cotisation auprès des sections ordinales régionales. Chaque année, il y a une somme, une cotisation que les médecins doivent verser à la SOR et être à jour de leur cotisation. Ça, c'est le rôle ou la mission sur le plan administratif. Ensuite, la SOR, la section ordinale régionale, a également une mission en matière disciplinaire. Sur le plan disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance. C'est-à-dire, quand un médecin commet une faute d'ordre déontologique, et quand il y a une plainte ou une requête contre lui, adressée par un confrère, par exemple, ou un malade, au Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre, il va siéger par le biais de la commission de discipline pour exercer la compétence disciplinaire et étudier le cas, éventuellement en entamant une enquête approfondie sur le cas. Et voir si le médecin a effectivement enfreint aux règles déontologiques qui sont édictées dans le code de déontologie, il sera sanctionné et une sanction sera prononcée par la commission disciplinaire. La section ordinale régionale est composée de qui? Qui va représenter cette section ordinale? Bien évidemment, ce sont des médecins, et ce sont des médecins qui sont élus, c'est-à-dire ils sont élus par leur pairs. Alors, pour que ces médecins soient élus, ils vont déposer leur candidature lors du vote, mais il y a des conditions d'éligibilité à respecter. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les médecins qui ouvrent droit à la candidature. Donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? D'abord, il y a l'âge. Il faut que le médecin soit âgé de 35 ans au moins, 35 ans ou plus. Deuxièmement, il doit être inscrit au tableau de l'ordre depuis 5 ans au moins, 5 années d'inscription et d'exercice. Troisièmement, il doit être à jour de ses cotisations de façon annuelle. Il doit, comme j'ai dit, il doit verser des cotisations à la section ordinale régionale. Et enfin, il ne peut ne pas avoir encouru une condamnation infamante. C'est-à-dire qu'il doit avoir un casier judiciaire qui est vierge et que ce médecin n'a pas été condamné pour une peine par une peine infamante. Quand on dit infamante, c'est une peine qui nuit à la réputation et à la crédibilité du médecin. Voilà. Donc les médecins qui souhaitent déposer leur candidature pour postuler pour le Conseil de l'Ordre, ils doivent c'est-à-dire répondre aux conditions d'éligibilité qu'on a vues, et puis il va y avoir un vote, et le déroulement du vote, on va le voir ensemble, c'est comme le vote classique. Il se fait à bulletin secret, il peut se faire par correspondance. Pour les médecins qui ne seront pas disponibles le jour du scrutin, ils peuvent le faire par correspondance. Cependant, le vote par procuration n'est pas autorisé. Alors, les membres des sections ordinales qui sont élus, les sections ordinales régionales qui sont élus, ils sont élus pour une période de 4 années, de 4 ans. Renouvelable par moitié tous les 2 ans. C'est-à-dire que le mandat, c'est un mandat de 4 ans, mais chaque 2 ans, on renouvelle la moitié des membres. Et ces membres, c'est-à-dire ils sont rééligibles. Ils peuvent se représenter
pour les prochains scrutins. Autant de fois. Donc on a vu ce que c'est. On est toujours dans les organes du Conseil de l'ordre. On a vu la section ordinale régionale. Maintenant, on va parler des conseils régionaux de déontologie médicale. Les conseils régionaux de déontologie médicale, il est institué 12 conseils régionaux de déontologie médicale à l'échelle nationale. C'est-à-dire, on a 12 conseils régionaux au niveau d'Alger, Oran, Constantine, Annaba, Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna, Sétif, Chlef, Ghardaya et Béchar. Donc le conseil régional d'Oran, donc on va s'intéresser à notre conseil régional au niveau de la région de l'Oranie, d'Oran. Donc il comprend les 3 wilayas, Oran, Mostaganem et Maskar. Donc les 3 wilayas seront représentés dans le conseil régional d'Oran. Et chaque wilaya doit être représenté par au moins un membre au niveau de la section ordinale régionale. Donc on aura au moins un médecin, un membre de chaque wilaya. Je reviens à la section ordinale régionale, mais on va s'intéresser à la section ordinale régionale des médecins. Alors, le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins qui seront élus et qui vont représenter la section ordinale régionale des médecins dépend du nombre des médecins inscrits au dernier tableau ordinal. Alors, on a de 1 à 1000, on va avoir 12 membres élus. De 1001 à 2500, on aura 24 membres élus. Et quand c'est plus de 2501 médecins inscrits au tableau, on doit élire 36 membres au niveau de la SOR. Donc forcément pour Oran, puisqu'on a beaucoup plus que 2500 membres inscrits, on aura 36 membres. Donc la section ordinale régionale des médecins au niveau de la région, au niveau de la wilaya d'Oran, sera composée de 36 membres. Comment sera répartis ces sièges? C'est-à-dire les 36 membres élus. Ils sont répartis à part égale entre le secteur public et le secteur privé. C'est-à-dire on a 50% des sièges du secteur public et 50% des sièges du secteur privé. Le secteur public se répartit en 2 catégories, comme on le sait. On a les santé publiques, les praticiens de santé publique, les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Et on a, d'autre part, on a les hospitalo universitaires. Donc, pour le secteur public également, il va y avoir une répartition équitable qui se fait à moitié-moitié entre les 2 secteurs. Comme ça, tout le monde sera représenté au niveau de la section ordinale régionale. Alors, une fois la section ordinale régionale installée, c'est-à-dire après les élections, les 36 membres qui ont été élus, ils vont se réunir et ils vont élire à leur tour un président et un bureau. Ça représente les organes de la section ordinale régionale. La section ordinale, elle doit être présidée par un président avec un bureau. Et le bureau, il est composé du président, du vice-président, d'un secrétaire, un trésorier et 2 assesseurs. Alors, quelle est la place de la section ordinale régionale, la SOR, dans le Conseil régional de déontologie médicale?
Alors, les membres des sections ordinales régionales composent l'Assemblée générale du Conseil régional de déontologie médicale. C'est-à-dire que le Conseil régional de déontologie médicale, il va réunir les 3 sections ordinales régionales des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Donc les membres des 3 sorts vont composer l'Assemblée générale du Conseil régional de déontologie médicale. Le bureau régional est composé des présidents des 3 sorts, c'est-à-dire le président de la sort des médecins, le président de la sort des chirurgiens dentistes et le président de la sort des pharmaciens, et d'un membre élu de chaque section ordinale. C'est-à-dire le Conseil régional de déontologie médicale, son bureau, je répète, il est composé des 3 présidents et d'un membre élu de chaque section ordinale régionale. Alors, le membre élu devra être du secteur public, quand le président est du secteur privé et vice-versa. Donc, on aura le bureau qui est composé, le bureau régional du Conseil régional de déontologie médicale et sera composé de 6 membres. Maintenant, quelle est la place de la SOR, la section ordinale régionale des médecins, dans la section ordinale nationale des médecins? Alors, pour répéter, on a 12 sections ordinales régionales au niveau national. Alors, les membres de toutes les sections ordinales, c'est-à-dire les 12 sorts des médecins, composent l'Assemblée générale de la section ordinale nationale des médecins. Quand on convoque une Assemblée générale de la section ordinale nationale, c'est tous les membres des 12 sections ordinales régionales qui vont se réunir. Pour quelle raison? Ils vont se réunir dans une Assemblée générale pour élire en son sein les 48 membres titulaires de la SON, pour que les membres de la SON soient élus et soient désignés. On va élire 48 membres qui vont représenter la SON, la section ordinale nationale des médecins, avec un bureau et un président. Le même principe au niveau de la section ordinale régionale, on va le retrouver au niveau de il se reproduit au niveau de la section ordinale nationale. Donc ils vont élire 48 membres avec un président qui représente la section ordinale nationale. Également, le même principe s'applique pour le Conseil national de déontologie médicale. Pareil, comme on a vu pour le Conseil régional de déontologie médicale, il y a un Conseil national de déontologie médicale. Il a son siège au niveau de la capitale, à Alger. L'Assemblée générale est composée de tous les membres des sections ordinales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens, les 3 SON. Ils vont se réunir au niveau d'une assemblée générale, et le Conseil national de déontologie médicale, il est composé des membres des bureaux des 3 SON, des 3 sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Bien évidemment, comme je l'ai dit, les bureaux des sections ordinales nationales sont composés du président de la section ordinale nationale des médecins, valable pour les pharmaciens et les chirurgiens dentistes, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et de 2 assesseurs. Pour le bureau du Conseil national de déontologie médicale, il est composé des présidents, des 3 présidents, des SON, des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, et d'un membre élu de chaque SON, comme on l'a vu pour la section ordinale, pour le Conseil régional de déontologie médicale. Le membre élu, je le répète, il est du secteur public,
quand le président est du secteur privé et vice-versa. Alors pour la présidence du Conseil national de déontologie médicale, la présidence est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des 3 sections ordinales nationales. Le président, ça peut être le président de la Chambre des médecins, comme ça peut être le président de la Chambre des chirurgiens dentistes ou des pharmaciens, mais elle se fait à tour de rôle, c'est-à-dire tournante et à durée égale. Les 2 autres seront considérés comme des vice-présidents. Donc voilà, on a fait le tour de la question du Conseil de l'ordre ou le Conseil de déontologie médicale avec ses différents organes qui le constituent. Je voudrais juste vous préciser que toutes ces dispositions qu'on a vues, c'est des dispositions qui ont été édictées dans l'ancienne loi sanitaire, la loi sanitaire 85-05, complétée par la loi 90-17 et qui est toujours, c'est-à-dire en cours elle est toujours en application. Cependant, ces dispositions, il y a des changements qui vont être apportés dans la nouvelle loi sanitaire de 2018, mais qui ne sont pas encore applicables. On attend les textes d'application. Donc pour le moment, le Conseil de l'ordre fonctionne toujours avec les anciennes dispositions, c'est-à-dire les dispositions édictées dans l'ancienne loi sanitaire. Ça, c'était juste une petite précision. Donc probablement, quelques changements seront apportés prochainement à ces dispositions. Donc maintenant, on passe au code de déontologie médicale algérien. Donc je vais vous parler un petit peu de ce code qui correspond au décret exécutif de 1992, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ce code de déontologie, il comporte un certain nombre d'articles dans lequel on retrouve toutes les règles de déontologie qui sont, c'est-à-dire c'est des règles destinées aux médecins, aux praticiens de la santé, médecins, mais également les chirurgiens dentistes et les pharmaciens. Donc ce code, comme vous le voyez, vous pouvez le télécharger facilement sur Internet. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche, sur Google par exemple. Vous tapez code de déontologie médicale algérien et vous le téléchargez devant vous. Sinon, vous pouvez aller sur le site du journal officiel algérien, JORADP, J-O-R-A-D-P, journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, donc joradp.dz, et vous allez pouvoir le télécharger facilement. Donc ce code est composé de plusieurs chapitres et de plusieurs paragraphes, des titres et des paragraphes, et chaque chapitre contient un certain nombre d'articles. On va commencer par le chapitre 1. Donc là, on a un certain nombre de dispositions préliminaires. Comme pour l'article 1, on l'a vu tout à l'heure, qui définit la déontologie médicale comme étant l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. L'article 2, le code de déontologie médicale s'impose à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, ou en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L'article 3, les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure et on l'a bien expliqué. Donc, on va voir un certain nombre d'articles. On ne peut pas tout voir parce que ça va trop long, mais je vais vous citer quelques articles, du moins les plus intéressants. Ceci dit, il faudrait que vous lisiez, vous aurez le temps de lire tout ça attentivement et à tête reposée chez vous. Voilà. Alors, toujours dans les dispositions préliminaires, l'article 5 stipule que le médecin, lors de son inscription au tableau, il doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu'il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s'engager par écrit à les respecter. C'est-à-dire, quand il va faire son inscription au niveau de la SOR, il doit avoir lu au préalable toutes ces règles et ces articles et il s'engage à les respecter. Maintenant, on passe au chapitre 2. Donc, le chapitre 2 concerne les devoirs généraux. Alors, les devoirs généraux des médecins, l'article 6 stipule que le médecin est au service de l'individu et de la santé publique. Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Pour l'article 7, la vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, sans discrimination de sexe, d'âge, de race, de religion, de nationalité, de conditions sociales, d'idéologie politique ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre. Pour l'article 9, le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. C'est un article qui se réfère à l'assistance à personne en danger immédiat. Donc, le médecin a une obligation de porter secours aux personnes en danger de mort ou un danger imminent. Pour l'article 11, les médecins sont libres de leur prescription. C'est-à-dire le médecin est libre de sa prescription qu'il estime la plus appropriée, dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale. Il doit limiter sa prescription et son acte à ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que le médecin, quand il fait sa prescription et quand il rédige son ordonnance, il doit limiter sa prescription à ce qui est nécessaire. Et ça, c'est pour prendre en considération c'est-à-dire les difficultés peut-être financières des malades par rapport à leur statut social, etc. Donc, il doit être le plus économe dans ses prescriptions. L'article 13, le médecin ne peut exercer que, ou plutôt le médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels. Il ne peut exercer que sous sa véritable identité. Et tout document qu'il délivre doit porter son nom et sa signature. Donc le médecin ne peut pas déléguer son acte médical à une autre personne. C'est lui-même qui doit faire l'acte médical et c'est lui-même qui doit rédiger les documents qu'il délivre, qui doivent porter son nom, c'est-à-dire qu'ils doivent être signés et datés. L'article 15 stipule que le médecin a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. C'est-à-dire tout médecin doit être à jour dans ses connaissances scientifiques et médicales, et il doit entretenir et perfectionner ses connaissances en participant à la formation médicale continue. C'est un droit et un devoir à la fois.
L'article 16, le médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Cependant, il ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités. Donc le médecin, quand il voit qu'une question dépasse ses compétences et son domaine, il doit orienter le malade chez un autre médecin compétent dans ce domaine ou dans cette spécialité. Il doit également, dans l'article 17, il doit s'interdire dans les explorations ou les traitements qu'il pratique qui risquent de faire courir au malade un risque injustifié. Le médecin doit défendre son titre de docteur en médecine et il doit l'honorer. Et le médecin, pour cela, il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Donc, il a un devoir de défendre le titre de docteur en médecine et de protéger la profession médicale. Alors, pour cela, il n'a pas le droit d'exercer une autre activité professionnelle incompatible avec l'éthique professionnelle, à l'exception des tâches d'enseignement et de recherche scientifique. Pour l'article 20, la médecine, ça c'est très important, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. La médecine, ce n'est pas un commerce. Le médecin a entre les mains une vie humaine, le corps humain, il a entre les mains des êtres humains, et donc il ne doit pas pratiquer cette profession comme étant un commerce. Et tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits en médecine. Donc le médecin n'a pas le droit de faire de la publicité de quelque sorte qu'elle soit. L'article 27 stipule qu'il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments. Je donne l'exemple d'une pharmacie, une officine de pharmacie. Elle est destinée pour mettre en vente les médicaments et non pas pour faire des consultations. Donc même s'il y a un médecin qui travaille dans cette officine en qualité de vendeur ou autre, il n'a pas le droit de pratiquer la médecine et de faire des consultations au sein de cette officine. C'est strictement interdit. L'article 32, toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire que le médecin ne doit pas faciliter à une tierce personne l'exercice de la médecine, par exemple dans un cabinet médical privé à titre libéral. C'est le médecin qui est chargé de faire des consultations et d'examiner les malades et non pas l'infirmier ou les auxiliaires médicaux. L'article 33, un médecin ne peut pratiquer l'interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire que le médecin ne peut faire que des avortements thérapeutiques. Et il n'a pas le droit de faire des avortements en dehors de ce cadre thérapeutique, sinon ça sera considéré comme des avortements, un avortement illégal, voire criminel. On parle également d'avortement clandestin. On passe maintenant au paragraphe 2, consacré au secret professionnel. Donc le secret professionnel a fait l'objet d'un cours intégral. Je vais quand même vous dicter quelques dispositions
prévu par le code de déontologie. Donc l'article 36, le secret professionnel est institué dans l'intérêt du malade et de la collectivité. Il s'impose à tout médecin, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Le secret professionnel, selon l'article 37, couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession. L'article 38, le médecin veillera à faire respecter par les auxiliaires les impératifs du secret professionnel. Vu que le médecin travaille en équipe, et donc il faut que toute son équipe doit être au courant des impératifs du secret professionnel et il doit leur expliquer l'importance et l'obligation de respecter ce principe. Pour l'article 40, quand le médecin se sert des dossiers médicaux pour des publications scientifiques, quand il veut faire des publications dans des revues scientifiques ou autres, il doit veiller à ce que l'identification du malade ne soit pas possible pour respecter l'anonymat et la confidentialité. Pour l'article 41, le secret médical n'est pas aboli après le décès du malade. Après la mort, le secret médical continue à être respecté, sauf pour faire valoir ses droits. Maintenant, on passe au paragraphe 3, consacré aux devoirs envers le malade. Alors, pour les devoirs envers le malade, on a l'article 42 qui stipule que le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin. Il doit respecter et faire respecter ce droit du malade, le principe du libre choix. Ce libre choix constitue un principe fondamental dans la relation médecin-malade. Surtout, ce principe, il s'applique à la médecine libérale, c'est-à-dire l'exercice à titre privé, et non pas à l'exercice dans le public. Donc, le médecin doit respecter le principe de libre choix. Et le malade peut quitter son médecin et choisir un autre à tout moment. Et on doit respecter sa volonté. L'article 43, le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical. C'est-à-dire un médecin, quand il veut soigner son malade, il doit d'abord lui expliquer l'acte, en quoi consiste l'acte qu'il va faire, avec une information intelligible, c'est-à-dire une information qui est simplifiée, pour que le malade puisse comprendre facilement ce que le médecin voudrait lui expliquer. Et l'information, elle doit être également loyale, afin d'obtenir son consentement. Et on parle de consentement libre et éclairé, c'est-à-dire après avoir éclairé le malade, on obtient son consentement. L'article 44 parle du consentement. Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Alors, par contre, si le malade est en péril, c'est-à-dire s'il est en danger de mort ou incapable d'exprimer son consentement, c'est-à-dire s'il est par exemple il est inconscient, il est dans un état comateux, le médecin doit donner les soins nécessaires dans le cadre de l'urgence. L'article 47 est un article important. Il stipule que le médecin doit formuler ses prescriptions, c'est-à-dire il doit rédiger ses ordonnances avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Et il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. C'est pour cette raison que l'ordonnance doit être bien rédigée de façon claire et lisible.
Et surtout aussi parce que l'ordonnance, elle est destinée d'abord au pharmacien, pour qu'il puisse délivrer les médicaments aux malades. Le pharmacien doit lire son pen et comprendre le nom des médicaments pour qu'il ne se trompe pas entre eux. Parce qu'il y a des noms médicamenteux qui se ressemblent et le pharmacien risque de se tromper et par conséquent, il risque de léser le malade. Article 49, en cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet. Si le malade ne refuse les soins, vous lui demandez de vous faire ça par écrit, une déclaration par écrit, pour vous couvrir. Pour l'article 50, le médecin peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins au malade soit assurée. C'est-à-dire, on peut ne pas prendre en charge le malade si on est sûr que ce malade sera pris en charge par un autre confrère. On a la garantie que la continuité des soins soit assurée. Alors pour l'article 52, quand il s'agit d'un mineur ou d'un enfant, le médecin appelé à donner des soins à un mineur ou un incapable majeur, il doit s'efforcer de prévenir les parents ou le tuteur légal et d'obtenir son consentement. En cas d'urgence, ou s'il ne peut être joint, il doit donner les soins nécessaires. Si l'incapable majeur peut émettre un avis, il doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. L'article 53, le médecin doit être le défenseur de l'enfant malade lorsqu'il estime que l'intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu de l'entourage. Donc c'est le médecin qui doit expliquer aux parents. Aussi, dans l'article 54, quand le médecin appelé auprès d'un mineur ou d'une personne handicapée, une personne vulnérable, constate qu'ils sont victimes de sévices ou de traitements inhumains, c'est-à-dire de mauvais traitements, des sévices, ou de privation, il doit en informer les autorités compétentes. Il a une obligation de signalement. Il doit signaler les sévices ou les mauvais traitements aux autorités compétentes. L'article 55, le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille de ses malades. Il doit maintenir avec le malade une relation strictement professionnelle. L'article 56, toute prescription, certificat, attestation ou documentation établie par un médecin doit être rédigée lisiblement et permettre l'identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste. Article 58, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Maintenant, on passe au paragraphe 4 qui est consacré à la confraternité. L'article 59, la confraternité est un devoir primordial entre les médecins. Elle doit s'exercer dans l'intérêt des malades et de la profession. Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d'estime et de confiance. L'article 60, les médecins doivent faire preuve de solidarité entre eux, de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. L'article 61, il est de bonne confraternité à un médecin nouvellement installé de rendre visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou déjà installés à proximité. Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdites. L'article 63, il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. L'article 64, le médecin qui a un différend, c'est-à-dire il a un conflit d'ordre professionnel avec son confrère, il doit rechercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire de la section ordinale régionale compétente, c'est-à-dire le conseil de l'ordre. Il doit réunir les parties afin de les concilier
afin également de protéger la profession et d'éviter que les médecins n'aillent vers d'autres instances telles que la justice, etc., et qui puissent régler le problème entre eux par le biais du Conseil de l'ordre pour sauvegarder l'image de la médecine. Pour le paragraphe 5, c'est les rapports des médecins entre eux et c'est-à-dire avec les autres membres avec les autres membres des professions de santé. Donc au même titre que les médecins entre eux, ils doivent, avec les autres membres de la professionnelle de santé, garder des relations de confiance, par exemple avec les pharmaciens, avec les chirurgiens dentistes, avec les auxiliaires médicaux, les infirmiers, les psychologues, les kinésithérapeutes, etc. Parce que le médecin travaille en équipe avec tous ces professionnels. Donc on termine avec le paragraphe 6, consacré aux règles particulières et à un certain mode d'exercice, surtout l'exercice en clientèle privée, c'est-à-dire l'exercice à titre privé. Le médecin, les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d'ordonnance, les cartes de visite ou l'annuaire sont les noms, prénoms, l'adresse, numéro de téléphone, etc. Les titres et les fonctions et les qualifications reconnues. Donc il y a un certain nombre de mentions qu'il doit mettre sur ces cartes de visite ou sur les feuilles d'ordonnance, etc. Et toutes ces mentions doivent être vérifiées et validées par le Conseil de l'ordre. Aussi sur les plaques, c'est-à-dire sur les plaques à l'entrée du cabinet, à la porte du cabinet ou à l'entrée de l'immeuble, il y a un certain nombre de mentions que le médecin doit mettre. Et ces plaques doivent respecter certaines dimensions. Ils ne doivent pas dépasser 25 fois 30 cm. Ils ne peuvent être apposés qu'à l'entrée du cabinet, sur la boîte aux lettres ou à l'entrée de l'immeuble. Et on n'a pas le droit de les mettre sur la voie publique. Les panneaux publics, les indicateurs sur la voie publique sont interdits. Et les panneaux géants sont également interdits. Donc ils doivent respecter les dimensions qu'on a vues. Donc je vous laisse le soin de lire attentivement le reste des articles. J'espère avoir été clair, c'est-à-dire fait le tour de la question relative au Conseil de l'ordre, au Conseil de déontologie médicale et aux règles de déontologie médicale. Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez télécharger le code de déontologie médicale, le lire attentivement et le garder à votre niveau. Vous en aurez besoin une fois, Inch'Allah, vous allez terminer vos études et vous allez vous inscrire au Conseil de l'ordre pour exercer, Inch'Allah, prochainement. Donc je vous souhaite bon courage, bonne continuation et bonne réussite dans vos études. Au revoir.